Bonjour à tous et bienvenue dans ces vidéos capsules qui vont être dédiées à un sujet un petit peu particulier, un petit peu plus original. On va sortir un peu du syndicalisme pour jeunes médecins et on va parler en fait des innovations qui ont marqué l'histoire de la médecine. Alors la transfusion médicale, c'est clairement pas un acte thérapeutique qui est récent lorsqu'on est au début du XXe siècle, puisqu'on estime que les premières transfusions étaient réalisées milieu du XVIIe siècle. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, milieu du XVIIe, il y avait encore la théorie des humeurs, et on estimait qu'il fallait laver les mauvaises humeurs qui étaient responsables de la maladie. Aussi, on transfusait à partir majoritairement d'un sang animal, d'un animal plutôt sain et innocent. Vous l'avez deviné, c'était le sang d'agneau qu'on utilisait pour faire des transfusions. Le résultat était clairement aléatoire, et pour l'anecdote, il faut savoir que c'est une transfusion d'un homme issu d'un sang d'agneau qui a été responsable évidemment du décès de l'individu, et par la suite qui a découlé du premier procès médical de l'histoire de la France. À l'issue de ce procès, la transfusion sanguine était alors considérée comme un acte quasiment interdit. Il aura fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'un obstétricien anglais, James Blundell, qui était profondément marqué de la mort des patientes en couche, s'est décidé alors de remettre la transfusion au goût du jour, mais cette fois-ci en n'utilisant plus d'animal, mais transfusion d'homme à homme. Le problème de ces transfusions interhumaines, c'est que, alors que certaines étaient couronnées d'un succès réel, d'autres s'accompagnaient par contre d'un résultat catastrophique. On disait alors que les transfusions réussissaient uniquement par le biais du hasard. En 1900, tout pile, Karl Landsteiner, pathologiste à l'Institut pathologique de Vienne, refusa pour lui croire à l'hypothèse du hasard pour expliquer la réussite de la transfusion. Il décida de faire une manipulation très simple. Avec 6 de ses collaborateurs, il préleva alors du sang et isola de ce liquide les globules rouges, formant ainsi d'un côté les globules rouges cellulaires et le sérum. L'expérience est aussi simple que la suivante. Avec ces 6 prélèvements de globules rouges et ces 6 sérums différents, il mélangea entre eux les globules rouges et les sérums de manière aléatoire. Il remarqua alors que dans certains cas, les globules rouges pouvaient circuler en suspension, la transfusion était alors une réussite, alors que dans d'autres cas, les globules rouges réagissaient entre eux, formaient des agglomérats et explosaient. Il fit alors l'hypothèse suivante, c'est qu'il existe alors dans le sérum de certains patients, de certains individus, des substances qu'il va appeler agglutinines et qui vont réagir avec des protéines de la surface des globules rouges qu'il appelle alors des agglutinogènes. Et par l'intermédiaire de cette expérience aussi simple que vous pouvez le constater, Karl Landsteiner fit l'hypothèse qu'il existe plusieurs groupes de sang pour les individus. D'un côté, vous avez des patients qui pouvaient donner leur sang à n'importe quel sérum. Il fit alors l'hypothèse que ces globules rouges étaient totalement dépourvus de protéines agglutinantes. Il appela alors ces globules rouges le groupe O ou ON, qui veut dire 0 en allemand. Les patients de ce groupe ON, ou si vous préférez les patients du groupe O, peuvent ainsi donner leur sang à quiconque. On appelle cela par la suite les donneurs universels. Deux autres groupes, A et B, avaient quant à eux des prélèvements sanguins avec des globules rouges qui étaient agglutinés en présence de sérums issus de patients du groupe O, et pour les patients du groupe A, une agglutination en contact des sérums du groupe B, et inversement pour les patients du groupe B. Et enfin, le dernier groupe, capable lui de recevoir n'importe quel globule rouge, puisqu'il ne présente aucun agglutinogène circulant dans ce sérum, c'est évidemment le groupe AB, qu'on qualifiera par la suite de receveur universel. Ainsi, Karl Landsteiner, par le biais de cette finalement expérience relativement simple, décrivit le système ABO pour lequel il recevra le prix Nobel de médecine en 1930. Grâce à ses travaux, Karl Landsteiner démontra au monde entier que la transfusion sanguine n'était pas simplement due au hasard pour ce qui est de la réussite ou de son échec. Et avec l'amélioration des conditions de conservation des sangs prélevés, il a ainsi pu contribuer à la réussite dans la prise en charge des hémorragies sévères, dans la sécurisation des actes chirurgicaux ou aussi dans la prise en charge des maladies responsables d'un défaut de production des globules rouges. Et pour l'anecdote, sachez que le 14 juin est la journée mondiale des donneurs de sang. Ce n'est pas une date elle aussi liée au hasard, puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de Karl Landsteiner. Évidemment, le professeur Landsteiner ne s'est pas arrêté à la découverte du système ABO et resta très actif dans la recherche et contribuera à la découverte des autres systèmes sanguins, et notamment le système Rhesus, plus de 30 ans plus tard. Vous souhaitez approfondir et vous souhaitez lire
les publications originales de toutes ces innovations thérapeutiques, n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens, c'est en accès libre, c'est facilement lisible pour la plupart, et je peux que vous encourager à le faire.